Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à tous. Comme Roselyne l'a dit, c'est la première fois que je me présente devant un groupe pour parler d'écriture. Alors, quand il y a une personne ou deux, ça va. Là, il y a un peu plus. Je ne cache pas que c'est un peu intimidant, mais ça va aller. Roselyne m'a dit qu'on n'invitait que des gens super sympas, donc il n'y a aucune raison. Donc merci Roselyne d'avoir invité et de me permettre de me présenter. Donc c'est dit, je m'appelle Thibaut Gavotti et je suis jeune écrivain. Alors écrivain, qu'est-ce que c'est exactement? Je pense que là-dessus on a tous notre propre définition. Pour certains, c'est quelqu'un qui vit de son écriture, qui vit des ventes de ses livres. Dans ce cas-là, je ne suis pas vraiment écrivain, je travaille à côté, je n'ai pas ce loisir. Pour d'autres, c'est simplement quelqu'un qui a écrit un livre. Dans ce cas-là, oui, je suis écrivain. Pour d'autres encore, c'est simplement avoir envie d'écrire ou essayer d'écrire. C'est chacun sa définition. Moi, j'ai la mienne. Pour moi, un écrivain, c'est... Pour avoir votre attention, je vais plutôt répondre à cette question à la fin. Et je vais vous parler d'écriture. Donc moi, je ne vais pas m'étaler sur mon roman. Si vous voulez des informations, on pourra en parler après, un peu en question-réponse. Je vais plutôt vous parler d'écriture directement. Et voilà, excusez-moi, je suis dans tous mes états. Donc, moi, je vais vous donner mes astuces pour écrire, justement, pour vraiment créer un roman. Parce que avant d'écrire, on a tous déjà lu des livres. Je pense, en tout cas, que dans cette salle, on a tous lu plusieurs livres. Et vous l'avez très certainement remarqué, tout ne se vaut pas. Certaines personnes disent que c'est une question de goût, c'est une question de ressenti, de feeling avec l'écriture proposée, etc. Moi, je trouve quand même, alors même si c'est vrai, je trouve quand même que on ne peut pas dire que tout est relatif. Pour moi, il y a des œuvres qui sortent du lot et il y a des œuvres qui sont moins bonnes avec tout le respect qu'on a pour leurs auteurs. Il y a quand même des choses qui sortent du lot et qu'on se souvient même des années plus tard. Pour moi, une histoire réussie peut séduire et peut plaire à quelqu'un qui n'aime pas le registre en question. Par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup la science-fiction, il peut s'attacher et lire d'une traite en adorant une histoire d'amour, même si ce n'est pas son registre. C'est ce que j'ai essayé de faire. Moi, c'est une histoire d'amour, j'essaie de faire en sorte que ça accroche n'importe qui. Donc la question, c'est ça. C'est comment rendre une histoire extraordinaire. Comment faire vraiment en sorte que ça fasse waouh pour la personne qui lise. Il y a des écrivains là-dessus qui sont assez frileux de donner leurs conseils, qui préfèrent dire que c'est inné, c'est dans l'ADN, c'est dans l'inspiration, et ils ne disent pas d'où ça vient. Voilà, on garde le secret. Moi, je vous le partage, il n'y a aucun souci. Et pour moi, il y a deux raisons qui font que certains écrivains ne veulent pas donner leurs conseils, leurs astuces. C'est parce que soit ils craignent qu'on les copie, et dans ce cas-là, pourquoi pas, mais je pense que le style d'écriture, on ne peut pas vraiment copier définitivement. Et je pense qu'il y a aussi des écrivains qui ne maîtrisent pas vraiment ce qu'ils font. Ils arrivent à écrire, ils arrivent à faire de très belles œuvres, mais ils n'arrivent pas vraiment à expliquer pourquoi. Bon, moi, je vais essayer de vous expliquer ma technique. Donc, en tout cas, ce n'est pas dans l'ADN, ce n'est pas inné, c'est des techniques qui sont tout à fait simples et qui sont accessibles à n'importe qui, même pour quelqu'un qui n'a jamais écrit. Même si jamais, parmi vous, il y a des personnes qui ont envie d'écrire qui ne sont jamais lancées, vous allez voir qu'avec les techniques que je donne, c'est quelque chose d'accessible. Donc, il y a des règles ou des recettes. Les artistes n'aiment pas trop le mot « règle », ça fait un peu quelque chose qui bloque. C'est vrai qu'on est dans un domaine artistique, donc on aime mieux dire recette. Dans un domaine scientifique, on dit plutôt règles. Mais peu importe. En tout cas, il y a des choses à savoir, il y a des règles ou des recettes à savoir et à appliquer avec du travail. Donc, hop, petite transition, très subtile. Donc, la règle numéro 1, pour écrire un roman dans le but d'être lu, c'est quoi d'après vous? Donc, c'est pas que moi qui parle, vous pouvez donner vos idées. D'après vous, c'est quoi le truc le plus important à avoir en tête quand on écrit dans le but d'être lu? La fluidité. La fluidité, oui, c'est pour moi très important, mais Le style, non? le style, La motivation. la motivation pour lire, L'histoire, non, l'écrire, l'histoire, l'envie d'écrire. La cohérence. la cohérence. Peut-être qu'il y a un suspense.
Ah, ça c'est important. L'intérêt qu'on arrive à créer chez le lecteur. Voilà, donner l'envie de connaître l'histoire, donner envie de Oui. vivre. Parce que quelquefois on lit un livre, Mais on s'ennuie, pas passer. on peut le dire. Avec tout le respect qu'on a pour leurs auteurs, ça peut arriver. Pour moi, la règle numéro 1, au-dessus encore d'être fluide et de créer de l'intrigue, c'est d'être distrayant. Pour moi, quand vous ouvrez un livre et que vous commencez à le lire, vous attendez de l'auteur qui vous distrait. Vous attendez pas de lui qu'on s'ennuie, quoi. Dans ce cas-là, c'est pas possible. Donc si vous êtes amené à écrire et que vous espérez être lu, ma technique que je vous recommande, c'est de toujours penser à distraire votre lecteur. Comment être distrayant? Parce qu'en soi, on fait que écrire, on ajoute des mots les uns après les autres. Comment rendre ça distrayant? Eh bien pour moi, il y a une méthode qui est très simple. Il s'agit tout simplement de donner de l'émotion au lecteur. Il s'agit simplement de transmettre de l'émotion à la personne qui va vous lire. Quand je dis transmettre de l'émotion, c'est vraiment au lecteur, c'est pas à vos personnages. Ne dites pas, entre guillemets, mon personnage est triste, mon personnage est content, le lecteur, ça ne va pas le captiver. Ce qu'il faut, c'est réussir à toucher le lecteur directement. Donc bien distinguer l'émotion au personnage et l'émotion au lecteur. Quelles émotions? Pour moi, il y a 4 émotions qui sont vitales à avoir pour réussir un roman. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ces 4 émotions qui sont indispensables? La joie. La joie, oui, c'est l'une des 4. Le stress. Le stress, Ouais. non. Le désespoir, la tristesse, Alors, désespoir, tristesse, oui. Au même titre que la joie. l'amour. L'amour, non, on va dire que ça peut aller un peu avec la joie, mais l'amour directement... La révélation. l- On comprend quelque chose. Enfin, la, c'est ce que je veux dire. la surprise, alors. Oui, enfin. La révélation. Ça confirme une idée qu'on avait nous-mêmes. Faire passer un message un peu? Par exemple, dans ce qu'on lit, on retrouve des vérités qu'on connaît nous. Oui, enfin, je sais pas. On va y venir. Mais oui, il y a un peu de ça. Mais pour revenir aux émotions, donc joie, tristesse, oui. Colère, angoisse. Ça va avec les tristesses. On va dire que ça va avec la tristesse et les émotions un peu négatives. Oui, j'écris. La peur. L'empathie. Je vais les donner. Pour moi, joie, tristesse, oui. Surprise et donc révélation aussi. Mais la plus importante, la numéro 4 que je n'ai pas encore citée, c'est la plus importante. C'est la frustration. Donc là, en principe, en général, quand je dis ça, tout le monde me regarde. Quoi? La frustration? Il y a 2 minutes, tu disais qu'il fallait chouchouter son lecteur parce qu'il lit notre œuvre, il faut le surprendre et tout. Pour moi, la frustration, c'est hyper important. Et j'assume pleinement ce point de vue. Je vais vous expliquer pour quelles raisons la frustration, c'est importante. Je vais vous raconter une petite histoire, parce qu'on est un peu là pour ça quand même. L'histoire de la balle de tennis noire. Est-ce que... Je ne vais même pas demander, je suis sûr que dans cette salle, tout le monde connaît l'histoire de la balle de tennis noire, mais au cas où il y ait une seule petite personne qui ne soit pas sûre de la connaître, je vais la raconter. C'est l'histoire d'un enfant qui approche de son 10e anniversaire, et son père il vient le voir et il dit « Alors, mon fils, tu deviens grand, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» Et là, le fils, il dit « Je voudrais une balle de tennis noire. » Et le père, il dit « Ah bon, pourquoi? C'est quoi cette histoire? Balle de tennis noire, bon. » Il lui achète, il lui offre, son anniversaire, l'enfant, ah, balle de tennis noire, super, il est content. Le père, il n'a rien compris, mais l'enfant, il est content. Les années passent, il arrive à ses 19 ans, il approche de ses 20 ans. Alors, mon fils, pour tes 20 ans, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je voudrais une balle de tennis noire. Et le père, encore? Mais c'est quoi cette histoire? C'est... Pour quelle raison? Pourquoi? Eh ben non, mais il y a vraiment une raison, je te l'expliquerai plus tard, pour l'instant je ne peux pas te le dire, mais vraiment c'est ça qui me fait plaisir. Tu veux me faire plaisir? Balle de tennis noire. Ok, bon, le père il achète la balle de tennis noire, il lui offre, l'enfant il la reçoit, il est content, enfin l'enfant de 20 ans, hein, il est un peu grand hein, maintenant. Il la reçoit, il est content. Les années passent, 30e anniversaire, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Il y en a qui suivent, ça me fait plaisir.
Une balle de tennis noire. Encore? Mais c'est pas possible. Bon, un peu résigné. Tu veux pas une voiture? Tu veux pas? Non, 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 une balle de tennis noire. Ok. Il lui offre une balle de tennis noire. L'enfant, il est content. Enfin, l'enfant de 30 ans. Il est plus du tout enfant. Hein. On a compris. Et aux alentours de ses 35 ans, le père, il est vieux, il est quasiment sur son lit de mort, machin. Il dit, mon fils, pourquoi une balle de tennis noire tous les 10 ans? À tes 10 ans, c'était ça, 20 ans, 30 ans, pourquoi? Je ne vivrai pas jusqu'à tes 40 ans, je veux savoir. Pourquoi? Et l'enfant, il dit, ah oui, c'est vrai, je vais te le dire, la vraie raison. Et là, le père, il meurt. Ça, c'est de la frustration. En principe, là, vous avez envie de me tuer. Alors ça, c'est de la mauvaise frustration, parce que je vous ai fait croire tout le long qu'il allait y avoir une révélation qui explique tout. Et je ne vous l'ai pas donné. Ça crée de la mauvaise frustration. Ce que je vous recommande de faire, c'est de la bonne frustration. C'est-à-dire que vous faites tout pareil, mais à la fin, vous expliquez pourquoi. Et vous expliquez tout. Pourquoi la balle de tennis noire, pourquoi tous les 10 ans, pourquoi il ne voulait pas le dire, vraiment tout révéler. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup de parcourir tout le livre pour avoir la réponse. Voilà pourquoi, à mon sens, la frustration, ça emmène le lecteur jusqu'à la fin de l'histoire. Voilà pourquoi, à mon avis, la frustration est une émotion importante pour le lecteur. Ça le pousse à tourner les pages et à continuer votre histoire. Bien entendu, c'est mieux avec la bonne frustration. Il y en a qui s'amusent à mettre de la mauvaise. Moi, je ne fais jamais. Je mets toujours de la bonne frustration. J'explique toujours. Dans mon livre, c'est le cas. Dans toutes les histoires que j'ai écrites, je fais toujours en sorte qu'à la fin, tout soit clair et tout soit révélé. Donc, la promesse tenue, c'est le fait de révéler tout ça. Et ça crée donc de la bonne frustration. Une fois que vous avez... Moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer par là. Commencez par l'idée que vous allez cacher tout le long et que vous allez révéler à la fin. Avec ça, vous n'avez plus qu'à construire tout votre scénario autour de cette idée et expliquer le cheminement qui fait comment on arrive à cette révélation-là. En commençant par là, tout se fait facilement en fait. Toutes les explications sont données. Vous ne vous retrouvez pas à écrire une scène et dire « Ah, qu'est-ce que je peux bien mettre dedans ?» parce que vous savez vers où vous allez à chaque fois. Donc, l'avantage de faire ça, ça va faire que votre lecteur va du coup avoir envie de continuer. Et si c'est bien fait, si c'est bien dosé, ça va lui donner envie de lire plutôt que faire quoi que ce soit d'autre. Plutôt que de regarder la télé, il préférera lire votre livre. Ça, c'est la classe. Il faut réussir. Mais ça peut être plus fort que ça. Ça peut pousser votre lecteur à continuer de lire alors qu'il est fatigué, alors qu'il doit dormir. Il peut lire quand même. Et dans cette salle, je crois qu'il y en a quelques-uns à qui c'est arrivé de préférer. Ça arrive tout le temps. Alors, c'est que vous lisez que des super bons livres. Alors. Mais oui, le but c'est ça. Même s'il n'est pas bon, en fait, on se dit à un moment donné, ça va se décoincer, il a envie d'y aller. Quoi. On se donne l'espoir. Après, là, on est très frustré si ça ne décoince pas. Oui. Pour le coup, Oui, tout à fait. on en veut à l'auteur. D'où le contrat moral entre le lecteur et l'auteur. Il doit distraire et il doit expliquer. Sinon, on est déçu. Et on n'a pas envie d'acheter un deuxième livre de cet auteur. Donc, avec ça, vous avez le dénouement, vous avez la surprise finale. Et pour moi, c'est important de surprendre aussi tout le long de l'histoire. Parce que si jamais la frustration est trop sévère et que vous ne révélez rien pendant, à moins d'avoir un lecteur qui est vraiment courageux et qui va quand même aller au bout, c'est possible de fatiguer. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de plus triste que de commencer un livre et de ne pas le finir. Surtout pour l'auteur. Voilà. Et ça peut arriver. Moi, j'en ai commencé que je n'ai pas terminé parce que voilà, je n'étais pas passionné. Comment le garder passionné? Il s'agit de donner suffisamment sans tout révéler. Si vous révélez tout, si vous révélez tout de suite, vous n'avez plus votre intrigue, vous n'avez plus votre mystère et il n'y a plus besoin d'aller plus loin. Parce que vous avez un peu à raconter l'après-révélation, l'après-victoire. Ça va pas être, ça n'a pas de sens. Et si vous révélez rien, ça va être trop frustrant. Donc c'est une question d'équilibre. Et avec l'équilibre, vous pouvez justement faire en sorte que ce soit super fluide.
Les trois autres émotions, joie, tristesse, surprise. Pour moi, elles vont ensemble. Elles vont ensemble parce que quand vous allez écrire une scène, ce que je vous recommande de faire, c'est ce qu'on appelle un peu le pile ou face émotionnel. On se lance dans l'écriture d'une scène, donc votre lecteur se lance dans la lecture de cette scène, il va s'attendre à aller dans une direction, et ce qu'il faut, c'est justement partir dans une direction où il ne s'attend pas. Je m'explique. Si jamais vous commencez une scène en apparence joyeuse comme, je sais pas, une rencontre ou un mariage ou quelque chose qui s'annonce heureux, faites un virage vraiment à 90 degrés et terminez cette scène sur quelque chose de triste. Et à l'inverse, si vous commencez une scène triste, faites en sorte de terminer sur une émotion plus joyeuse. À mon sens. À mon sens, c'est ça. Ouais, mais tu ne peux pas faire tout le temps comme ça parce que moi, ça fait Non, il ne faut pas faire tout le temps. Mais ce qu'il faut quand même, c'est justement surprendre. Ne pas commencer triste pour finir triste. Parce que là, dans ce cas-là, ça va être un peu monocorde. Et ne pas commencer joyeux pour finir joyeux, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'enjeu non plus. Faites en sorte de... On peut faire l'ascenseur. On peut commencer joyeux, ça se passe mal et ça finit bien. Il faut être plus fort là. Mais c'est... Une fois que vous avez tout ça, et une fois que vous avez des surprises du coup tout au long de votre histoire, l'idée c'est que votre lecteur se dise « Waouh, ça je ne l'avais pas vu venir ». À la fin, évidemment, mais pendant aussi. Parce que vous devez le distraire pendant l'histoire. Il n'y a pas qu'à la fin où ça doit être... évidemment, la fin, ça doit être un extase de révélation, mais ça doit être aussi pendant, à certains moments, « Ah, il y a ça, ça explique tel truc et tel truc ». Commencez déjà pendant l'histoire à donner quelques informations. Avec ça, du coup, vous avez les 4 émotions. Je les rappelle, joie, tristesse, surprise. Donc la joie et la tristesse, vous jonglez entre les deux dans vos scènes. Et ensuite, la surprise, vous surprenez votre lecteur avec quelle scène finalement vous donnez. Et la frustration, je l'ai expliqué. Une fois que vous avez ça, ce qui est important de mettre et d'inclure vraiment dans le cœur de votre histoire, c'est la morale. Pour moi, c'est très important d'avoir une morale et de faire passer, entre guillemets, un message. Attention, ce n'est pas une leçon de morale. On ne dit pas, enfin, moi, je n'aime pas cette idée de dire « il faut réfléchir comme ceci ou comme cela ». Je propose une idée qui n'est pas forcément la mienne de toute façon, mais je propose, et au lecteur de se dire « il y a une partie qui est vraie, une partie qui est fausse, j'adhère pas », mais laisser le lecteur en faire ce qu'il veut. Et particulièrement si on écrit pour des adultes. Autant si on écrit pour des enfants et qu'on explique la morale, ok, je trouve que c'est adapté. Si vous écrivez pour des adultes, ne révélez pas votre morale. Présentez l'histoire en ayant bien votre morale en tête, mais n'expliquez pas, voilà, la morale de l'histoire, c'est la persévérance, donc ça valait le coup de se battre, machin, d'affronter. Donc la morale, pour moi, elle est importante et elle doit être respectée, même si vous décidez de faire un scénario qui se termine mal. Si jamais vous faites un scénario qui se termine mal, c'est votre personnage, du coup, votre personnage principal qui va avoir une catastrophe à la fin, ce qui est possible, mais votre morale doit être vraiment respectée, même en cas de fin triste. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez aussi votre personnage principal, le héros, le protagoniste. Le protagoniste, quelle différence entre lui et un autre personnage d'après vous? Qu'est-ce qui différencie le héros d'un autre personnage? C'est celui qu'on suit. Oui. Mais c'est un peu lui qui écrit son histoire. Ouais, l'histoire est vue par ses yeux. L'histoire n'est pas forcément vue par les yeux du protagoniste. Si jamais on fait un narrateur personnage et que c'est sur le personnage principal, oui, c'est possible, mais ce n'est pas forcément le cas. Pour moi, le héros, le protagoniste, c'est le personnage qui est le plus sur le devant de la scène, ça c'est sûr. C'est aussi celui qui souffre le plus pour provoquer l'attachement émotionnel entre votre lecteur et le héros. Et c'est aussi celui, et ça c'est important, c'est aussi celui qui défend la morale de votre histoire. Ça, c'est aussi important. En plus de ça, il faut que votre héros il lutte contre quelque chose. Si votre héros ne lutte pas et que tout est acquis, il n'y a rien à raconter, on s'ennuie. Alors que si jamais il lutte contre quelque chose de plus fort que lui, où vraiment on se dit mais comment il va faire? Comment il va s'en sortir? Là, ça crée de l'intrigue. Ça donne envie d'aller plus loin et ça crée de l'attachement aussi
de votre lecteur à votre personnage parce qu'on se dit, il ne va jamais s'en sortir. Donc, ce que je vous suggère, c'est toujours de créer un personnage principal, entre guillemets, faible. Ça ne veut pas dire vraiment faible, mais qui n'est pas assez fort face à quoi il s'oppose, en fait, contre quoi il lutte. Et il y a quelque chose, et là, effectivement, quand ce que vous disiez, ça le rejoint, ça sent un peu le vécu. Ce que je vous recommande de faire, c'est aussi de faire en sorte que votre personnage principal soit confronté à des situations que vous, en tant que personne, vous avez vécues, ou que vous imaginez vivre, ou que des personnes autour de vous ont vécu. Ça, quand vous faites ça, et vous l'avez très certainement déjà ressenti en lisant des livres, c'est vous dire « Waouh !» C'est un éternel débat. Ça, je l'ai ressenti réellement, alors qu'on est dans de la fiction. On peut être dans l'espace, dans un univers science-fiction, il y a toujours plus ou moins des rapports humains, et c'est toujours possible de faire ça. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est ça, vraiment lier les émotions de votre lecteur, faire en sorte que votre personnage principal est les mêmes, pour que votre lecteur s'identifie à lui, et se dise, voilà. Et ça, c'est... Comment faire ça ? En fait, c'est super simple. C'est à ce moment-là, souvent, quand j'aide un peu à l'écriture, je dis, là, c'est le moment où il faut ouvrir son cœur. Il faut dire qu'est-ce qu'on ressent vraiment. Et particulièrement les émotions qui nous frustrent, qui nous font souffrir. Si jamais vous avez un collègue de travail ou un patron qui vous mène la vie dure, qui vous méprise et qui vous fait souffrir, mettez-le dans votre histoire. Faites en sorte que votre personnage principal, il subisse ça. Déjà, vous, ça va vous faire du bien. Après, vous pourrez l'enlever si vous voulez, mais si vous le laissez, ça va forcer l'attachement de votre lecteur à ce personnage. Vous n'êtes pas obligé de parler d'un patron qui est méprisant. Ça peut être quelqu'un qui est amoureux d'une femme, enfin, d'une personne mais que l'autre personne n'est pas attachée à lui ou ne le remarque même pas. Ça crée de la frustration. Ces choses-là, je vous recommande de les inclure justement pour attacher votre lecteur à votre personnage principal. Après ça, une fois que vous avez du coup votre personnage principal avec tout ce qu'il subit, le pauvre, il en prend quand même pas mal dans les dents pour ainsi dire. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de créer un antagoniste, donc un méchant, qui lui est super fort. Autant si vous avez un personnage principal qui est faible, je vous recommande d'avoir un antagoniste qui est fort. Plus il va être fort, plus ça va être un combat inégal, plus là encore, on va être attaché au personnage principal. Parce que là encore, on va se dire, mais comment il va faire ? Comment il va s'en sortir ? L'avantage avec l'antagoniste, c'est que vous n'avez aucune limite. Vous pouvez faire en sorte qu'il soit super riche, qu'il ait tous les amis qui veulent l'aider, il ait autant de complices qu'il veut, il peut voler, il peut violer la loi, il peut faire ce qu'il veut, il ne se fait jamais arrêter, pour lui tout va bien. Sauf que il n'apprend pas de ses erreurs. Là où votre personnage apprend et évolue au fil des événements et à fur et à mesure qu'il subit des événements difficiles, il évolue et il apprend. Votre antagoniste, le méchant, lui, n'apprend pas et il reste tel qu'il est. Il refuse d'évoluer. Ce qui fait qu'à un moment donné, au moment de la confrontation finale, entre guillemets, ça devient un combat toujours un peu inégal et en défaveur de votre héros, mais sur lequel votre héros peut gagner grâce à une astuce que vous avez prévue à l'avance. Mais ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire perdre votre héros si vous voulez. C'est quelque chose qui est possible. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut bien distinguer, c'est l'adversité et l'antagoniste. L'adversité, c'est ce contre quoi le héros il lutte. Si jamais on parle d'une histoire, par exemple d'une catastrophe qui a ravagé une ville et que le héros il veut aller retrouver, par exemple, son épouse qui se trouvait en ville, dans les décombres, il veut aller la sauver. L'adversité, c'est la catastrophe. Ce n'est pas l'antagoniste. L'antagoniste, ça va par exemple être la personne qui veut l'empêcher de se lancer dans les recherches. Ça va par exemple être le gendarme qui lui bloque le passage. Donc distinguez bien l'antagoniste de l'adversité. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez faire gagner l'un ou l'autre et faire perdre du coup l'un ou l'autre encore. Je m'explique. Vous pouvez tout à fait faire gagner l'antagoniste et faire perdre l'adversité et vice-versa. Si jamais votre héros gagne sur le méchant et gagne sur l'adversité et qu'il sauve tout le monde et que tout va bien, on est très proche d'un scénario hollywoodien où c'est la happy end et tout va bien. C'est quelque chose qui marche, très bien. Si jamais vous le faites
perdre sur les deux, ça va faire quelque chose de vachement plus sombre, avec une morale beaucoup plus noire, mais pourquoi pas? Encore une fois, chacun son style là-dessus. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de faire gagner l'un et perdre l'autre. C'est quelque chose qui va apporter plus de subtilité et plus de débat entre vos futurs lecteurs. Sachant qu'en plus, si vos lecteurs débattent entre eux sur votre histoire, bah, ça vous fait de la pub gratuite. Donc niveau marketing, c'est pas mal. Moi, je vous recommande de l'avoir en tête, c'est toujours utile. Une fois que vous avez ça, vous êtes déjà bien avancé dans votre scénario. Et ce que je vous recommande d'ajouter encore, c'est le système de liens. Vous mettez des liens entre les... Vous liez vos scènes entre elles. Faites en sorte d'avoir des événements qui arrivent dans des premières scènes qui ont des conséquences importantes dans les scènes suivantes. Par exemple, si je dois prendre un lien à 2 points, un lien très simple qu'on voit beaucoup dans le cinéma, c'est que le personnage principal, à un moment donné, il se retrouve dans une situation dangereuse. Il y a un personnage qui prend une arme qui lui tire dessus. Le héros, il tombe par terre. Les personnages pensent qu'il est mort. Le spectateur ou le lecteur pense qu'il est mort. Et pourtant, il s'en sort parce qu'il avait dans sa poche un livre qui l'a protégé. La balle s'est arrêtée pile à cet endroit-là. Alors, si on s'y connaît en balistique, les livres n'arrêtent pas les balles. Mais encore une fois, le but, c'est d'être distrayant. Donc, pourquoi pas? Et c'est pas la cohérence c'est pas la cohérence technique qui compte, c'est vraiment la surprise. Et avec ça, vous pouvez surprendre. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc du coup, quand vous écrivez la scène 1, le moment où le personnage lui donne le livre de « Tiens, ce livre a changé ma vie, je suis sûr qu'il changera la tienne », ah bah oui, tu m'étonnes, il te sauve la vie, quoi. Ça, c'est un lien entre deux scènes, c'est ce que j'appelle les liens à 2 points. Cause-effet, tout simplement. Vous pouvez créer des liens plus compliqués, des liens à 3 points, mais ça complexifie énormément. Et je vous recommande de faire attention avec ça parce que ça devient vite... en tout cas, moi, je ne maîtrise pas ça, donc je le fais très très peu. On s'en mêle vite les pinceaux. Un lien à 3 points, c'est par exemple dans le cadre d'une histoire où on est sur, par exemple, un enfant qui est enlevé, le père qui recherche son enfant et la police qui patauge un peu dans les recherches. Un lien à 3 points, c'est que le personnage, donc le père, il recherche donc son enfant et il a des soupçons sur un personnage bien précis qui pense être l'auteur de l'enlèvement. Le père capture la personne qu'il imagine être l'auteur, sachant que ce n'est pas lui. Je précise que le père n'est pas policier, il fait une séquestration, c'est quelque chose de grave. Il fait ça, il le garde dans une cave, il l'interroge, voire il le torture pour avoir la réponse, et il ne l'obtient pas parce que cette personne-là, ce n'est pas le vrai auteur, et la personne-là ne peut pas parler. Sauf que, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va faire que le vrai méchant, qui est lié au personnage qui s'est fait enlever, lui va changer une de ses habitudes. Il va y être contraint parce qu'il n'y a plus son ami ou son fils ou son frère. Et du coup, il va changer une habitude. Et ce changement d'habitude va être remarqué par la police et là, la police va attraper le vrai méchant. Ça, c'est un lien à 3 points. Comme vous l'avez vu, c'est plus complexe, mais ça peut être, si c'est bien fait, ça peut être puissant. Quoi qu'il en soit, moi, je vous recommande de toujours lier toutes vos scènes entre elles. Si jamais vous avez une scène qui n'a aucun lien et qui n'explique rien à une autre scène, pour moi, c'est que c'est une scène qui est hors sujet. Tout ce qui est hors sujet, je vous recommande de l'enlever. Faites en sorte que tout ce que vous lisez, enfin tout ce que vous écrivez et tout ce que votre lecteur va lire, ça ait une incidence importante sur le scénario complet. Avec ça, vous avez du coup tout votre plan qui est en train de se faire là, qui est quasiment fait en fait. Si vous avez fait tout ça, votre plan il est fait. Vous avez toutes vos scènes qui sont listées avec votre fin d'histoire, vous avez vos personnages avec leurs événements, vous avez les liens qui lient vos scènes les unes aux autres. Et une fois que vous avez ça, vous ne pouvez plus vraiment, ce que vous disiez, vous ne pouvez plus vraiment être confronté à une panne d'inspiration. Alors vous ne pouvez pas forcément savoir comment écrire ceci ou cela, mais en tout cas les événements, ils s'enchaînent. Et du coup, vous avez juste à expliquer et à romancer de quelle manière ça s'enchaîne. Vous n'avez pas besoin de créer quelque chose, tout est créé déjà. Et vous remarquez que ça, vous pouvez le faire peu importe votre niveau d'écriture. Vous n'avez pas besoin d'être fort en écriture et d'avoir une plume raffinée pour créer déjà un scénario qui va surprendre, qui va distraire, qui va apporter de la joie, de la tristesse et qui va emmener votre lecteur jusqu'à la fin. Peu importe le niveau d'écriture que vous avez. Donc, la question que j'ai dit au début, c'est qu'est-ce qu'un écrivain?
pour moi, un écrivain, c'est pas quelqu'un qui écrit. Pour moi, un écrivain, c'est surtout quelqu'un qui est capable de susciter de l'émotion chez son lecteur. Merci, messieurs, dames. Une petite question. Mademoiselle. Oui. Et donc, c'est la jeune femme qui parle. Et j'ai trouvé que vous étiez vraiment bien dans la peau d'une femme. Ah. Alors, Ah oui, expliquez-vous, oui. C'était tellement bien décrit, c'était tellement bien ressenti en tant que femme, que je me suis dit, non. J'ai regardé, enfin, je me suis dit, c'est un auteur ou c'est une auteure? Et franchement, j'ai été troublée parce que c'est un ressenti. Et je me suis dit, mais c'est un homme qui écrit ça, c'est fort quand même. C'est le côté féminin qui est parti, puisqu'on a tous le côté masculin, le côté féminin. Oui, alors je sais pas si je dois bien le prendre, mais... Non, blague à part, je comprends tout à fait. Vous allez toucher beaucoup d'actrices. Mais, merci, déjà merci. Et oui, en fait, c'est surtout le travail de projection, en fait. Ce que j'ai fait, c'est vraiment... Oui, mais c'est pas facile, il y a pas beaucoup d'hommes. Ah non, je dis pas que c'est facile. L'écrivain et l'homme. Oui, surtout entre le personnage et l'auteur, ouais, c'est ça. Donc oui, c'est exactement ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est que quand une femme lit le livre, elle se dise, mais c'est un homme que vous retourniez le livre en se disant, mais c'est vraiment un homme qui a écrit ça. L'idée, c'est ça. Ça a fonctionné manifestement. Et il faut croire que ça a marché. Oui, est-ce que du coup vous touchez les hommes alors? Eh bien, pour les hommes qui l'ont lu, 1, 2, 3, on a 3 hommes qui l'ont lu. Alors c'est justement... Est-ce que... Moi j'ai beaucoup aimé. C'est vrai. Après j'ai bien les romans. Un jeune qui lit, Non, parce qu'après, c'est vrai que Je suis pas un lecteur. on a l'impression qu'un J'ai homme lu le livre est... et je l'ai lu en 3 fois et j'ai adoré. Franchement. C'est prenant. Ah oui, et vous ne lisez pas de livre? C'est bien. La preuve que c'est bien, les bouquins. Sinon, vous avez écrit... Pareil. Oui. Pareil, je l'ai lu en 3 fois aussi. Voilà. Et dans le personnage, je vais pas dire le nom. Hein. Valentine? Valentine, si. Non. Ah, le personnage masculin. Oui. C'est pas faux, on a tous un côté comme ça, je trouve. Oui, Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Mais ça, on va en parler plutôt après. Merci. Merci. Yeah, baby! Il a fait.